Bonjour et bienvenue dans votre hebdo de la semaine. Retour sur l'actualité vendéenne du lundi 17 au vendredi 21 juin. C'est un sujet que nous avons beaucoup abordé cette semaine. Dans 7 jours vont se dérouler les élections législatives anticipées. Un scrutin qui est la conséquence des résultats des élections européennes qui ont poussé le président de la République à dissoudre l'Assemblée nationale. Cela chamboule forcément l'organisation au sein des mairies qui doivent trouver des locaux mais aussi des moyens humains et ce dans un laps de temps limité. Tout juste les européennes terminées que les législatives sont déjà dans toutes les têtes. À moins de 2 semaines des élections, pas le temps de se reposer qu'il faut réorganiser. On a repréparé donc nos casiers pour éviter de les replier. On les a remis avec le matériel qu'on avait, sauf qu'on a changé les enveloppes qui sont plus de la même couleur. Depuis l'annonce de la dissolution, c'est toute l'organisation qui est à reprendre de zéro. La responsable des élections ne quitte même plus son bureau. C'est énormément de boulot en si peu de temps, surtout après avoir déjà préparé une autre élection avant. Je vis plus à la mairie qu'à la maison. Même constat, mais dans une plus petite commune, moins de 500 habitants, et pourtant, ça demande une grande organisation. On voit avec les membres du conseil municipal, là, si tu peux... D'accord, il y avait deux personnes qui s'étaient aussi proposées pour le premier tour. Un véritable casse-tête pour le maire. Entre les vacances des agents et les événements festifs de la commune, difficile de constituer une équipe. A priori, là pour l'instant, j'ai pas de secrétaire général pour tenir le bureau de vote et j'ai pas de suppléant non plus. Et là, je commence à avoir un certain nombre de points d'interrogation, je commence à avoir un certain nombre d'absents, des gens qui sont pas sur la liste, des gens dont on ne sait pas s'ils vont être sur la liste. Voilà, on va essayer de voir. Autre problème, la salle communale où est installé leur seul bureau de vote est déjà réservé. On avait une réunion des clubs du 3e âge de 3 communes, donc le Mazo, Saint-Sigismond et Danvix. C'était une manifestation qui évidemment était prévue de longue date. Il devait s'installer le vendredi et puis ça devait se dérouler sur quelques temps. Et évidemment, il a fallu voir avec eux pour décaler cette manifestation. Mais alors pourquoi ces dates inquiètent-elles autant les maires ? La raison principale, c'est la difficulté de dénicher des assesseurs. Tout le monde avait prévu son programme de week-end. Donc le plus difficile, en effet, ça va être de trouver... Alors le personnel, nous l'avons sur les mairies, bien entendu, mais les assesseurs, c'est-à-dire la tenue des bureaux de vote. Il reste donc 13 jours à l'ensemble des mairies pour s'adapter au mieux et assurer la tenue des bureaux de vote. Élections législatives toujours. Si vous êtes absent les jours d'élection, à savoir les 30 juin et 7 juillet prochains, vous pouvez demander à un proche de voter pour vous en lui donnant procuration. Une procuration se fait dans votre gendarmerie ou alors votre commissariat. Plus d'1 million de procurations ont été validées par le ministère de l'Intérieur. C'est bien plus qu'en 2022. Et la Vendée n'échappe pas à cette augmentation des demandes. C'est ce qu'a constaté Mathis Pires. Carte électorale, d'accord. Dans cette gendarmerie, les demandes de procuration s'enchaînent. C'est pour une procuration pour le vote. Chaque jour, des dizaines de personnes viennent remplir ce précieux formulaire. Une ou deux, vous pouvez cocher les deux. Par contre, vous mettez pas de date. D'accord. Quasiment tous les jours, c'est ça. Il y en a beaucoup, à force, ça devient pas une routine, mais on est habitué. Ça dépend, version numérique, ça soulage un peu. Après, version papier, c'est ce qui arrive le plus souvent, donc c'est normalement une dizaine, c'est ça, par matinée et par après-midi. Pour la plupart des personnes rencontrées ce matin, voter était pour eux une évidence. Donner ma petite pierre à l'édifice, éventuellement, j'aurais pas voulu louper ça. Il faut absolument voter. Je ne veux pas être absente. Mais alors, comment faire pour faire sa procuration ? Tout d'abord, si vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales, c'est trop tard. La date limite était le 9 juin. Mais pour ceux qui le sont et qui ont un empêchement, l'inscription en ligne est possible sur ce site. Quelques informations à transmettre, carte d'identité, numéro d'électeur et le tour est joué. Une fois muni de votre code, direction la gendarmerie pour s'identifier. Il faut vraiment que ce soit la personne qui donne son vote qui se présente à l'unité. Et nous validons la demande. Cette demande est approuvée et ils reçoivent une confirmation par mail, comme quoi elle a bien été prise en compte. Et si toutefois vous ne connaissez personne pour voter à votre place, le site Plan Procu se charge de tout.
Dans le reste de l'actualité, nous avions pris la direction de Beauvoir-sur-Mer. En effet, la commune a été touchée par les fortes pluies ce mardi avec un cumul de 80 mm en quelques heures. Conséquence, des inondations et la mobilisation d'une trentaine de sapeurs-pompiers. L'eau s'est engouffrée dans certaines habitations provoquant des dégâts. Une personne a dû être relogée par la mairie. Nous sommes rendus sur place au moment du nettoyage et nous avons rencontré Christiane, une belvérine, qui a été surprise par la montée rapide du niveau de l'eau. Il pleuvait, moi je n'ai pas fait attention. C'est au matin quand j'ai mis mes pieds par terre. J'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Dans la maison, il y avait 20 cm. Dans le garage, il y en avait dehors 40. Enfin, quand on va là-dedans, il y a des vagues, quoi. C'était le tsunami. Maintenant, ça a été nettoyé, fait, mais enfin, il y a encore de l'humidité. Et puis, j'avais pas d'électricité, rien du tout. C'était dans le noir carrément, quoi. Alors, la limite de l'eau, c'était là où vous voyez la trace du portail. C'était ça. Donc, même si on ouvrait la porte ou quoi que ce soit, l'eau, elle partait pas facilement. On ne voyait pas l'eau partir facilement. Mais moi, j'ai bien entendu la pluie tomber, mais je me suis dit, bon, c'est de la pluie, quoi. Il y a pas... Mais quand c'était fou, quoi. Quand on ouvre et qu'on voit ce qu'on voit, on est perdu. L'île-Dieu a également été touchée par des pluies conséquentes et là aussi, des inondations ont eu lieu dans certaines parties de l'île. Un épisode désormais terminé. C'est un souvenir douloureux pour beaucoup de Vendéens. La tempête Xynthia frappait le département en 2010. À l'époque, plusieurs personnes avaient perdu la vie et les dégâts matériels étaient conséquents. Les digues censées protéger contre les submersions avaient cédé. Après la catastrophe, un système d'endiguement maritime a été lancé. Il a été récemment inauguré par le syndicat mixte Vendée-Sèvres-Otise. Des dizaines de kilomètres de digues ont ainsi été créés ou restaurés afin d'établir un meilleur rempart contre la montée des eaux. Reportage de Cyril Dillet. Survenue dans la nuit du 27 février 2010, la tempête Xynthia a fait 29 victimes sur la commune de La Faute-sur-Mer. Parallèlement, 42 km de digues ont été endommagées ou détruites, permettant par endroits à la mer d'avancer sur plus de 7 km dans les terres. Xynthia nous a alertés, a été une expérience tellement douloureuse pour les Vendéens. Mais c'était le premier signe avant-coureur du niveau des océans qui est en train de monter, du risque que comportent ces milieux fragiles. Et donc, à partir de Xynthia, nous avons compris que les niveaux d'eau devaient être surveillés et qu'il nous fallait construire des digues qui allaient protéger les populations et encore une fois l'activité agricole. Dès 2010, des financements ont été débloqués et les premiers travaux ont été lancés. Aujourd'hui, dans le cadre du PAPI, le programme d'action de prévention des inondations, ce sont plus de 150 hectares qui sont devenus propriété du syndicat mixte Vendée-Sèvres-Otise et des dizaines de kilomètres de digues qui sont sortis de terre. Les digues, elles ont été réalisées avec différentes études. L'objectif, c'est qu'elles résistent à la submersion. C'est-à-dire qu'elles sont résistantes, elles ont un profil qui est adapté. L'eau peut, si il devait passer au-dessus, mais sans rompre ces digues-là. Et on a un système de digues premières et de digues secondes, ce qui permet de cantonner. Si une submersion devait se faire au-delà des digues premières, ça serait cantonné sur un espace entre la digue première et les digues secondes. Travaillant en lien étroit avec le parc naturel régional du Marais Poitevin, une attention toute particulière a été portée à la sauvegarde de la biodiversité, avec notamment la restauration des corridors écologiques. Une opération qui touche bientôt à sa fin. Sur cette dernière année, il reste la digue de Vircourt, donc sur Champagné-les-Marais, qui n'a pas été encore réalisée. On a avancé et on terminera ainsi les digues maritimes. On a terminé les ouvrages maritimes et s'enclenchera juste derrière le système d'endiguement fluvial, c'est-à-dire le canal de Luçon, la ceinture de Hollandais, le canal de Vienne, la rivière Vendée, le canal des 5 abbés et ensuite le long de la Sèvre. Entre 2010 et 2025, ce sont 11 millions d'euros qui auront été investis dans la construction de ces digues maritimes. Un nouveau mammographe a été installé au centre hospitalier Côte de Lumière des Sables d'Olonne. 250 000 euros d'investissement financés en partie par l'hôpital et l'ARS. L'ancien appareil datait de 2011 et n'était plus adapté. Le nouveau doit permettre des examens plus rapides, moins douloureux et d'augmenter le nombre de prises en charge. L'hôpital espère également améliorer le dépistage du cancer du sein. Détecté à temps, le taux de guérison est de 90%, mais le taux de participation au dépistage n'est que de 58% en Vendée.
On a bénéficié d'une nouvelle technologie avec un appareil beaucoup plus performant, toujours à large balayage, mais avec une tomosynthèse, avec un temps d'acquisition divisé par 4. C'est-à-dire que les patientes sont comprimées 4 fois moins longtemps qu'avant. Il y a une deuxième innovation technologique dans ce tube à rayon X en fait, de ce mammographe qui est un foyer flottant. Donc c'est un peu technique, mais en fait c'est une technologie qui permet d'améliorer la qualité image sur les toutes petites lésions en tomosynthèse, ce qui va permettre aux radiologues de mieux détecter toutes ces lésions mammaires avec plus de précision. Les hébergeurs touristiques ont été conviés à une visite de la ville de Luçon par l'Office de tourisme de la Vendée du Sud. Objectif, permettre à ces propriétaires d'hôtels, de gîtes ou de chambres d'hôtes de mieux orienter leurs clients. Des visites organisées durant toute l'année. Il y en a eu 5 jusqu'à présent et Grégoire de Châtillon a pu y assister pour nous. C'est un petit peu le cœur du propos de cette visite, c'est de montrer que Luçon est une ville riche d'histoire, riche d'un patrimoine. Guidé par l'historienne Pauline Retailleau, ce groupe part à la découverte ou la redécouverte de Luçon. Une visite de la ville qui démarre par l'incontournable cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. C'est l'évêché de Vendée finalement. Alors c'est le cas depuis 1317. Bon, je l'ai bien sûr visité cette cathédrale, mais je n'en connaissais pas l'histoire. C'est très important pour moi, mais je pense aussi pour les autres. Les autres, ce sont les touristes, des touristes hébergés sur ce territoire du sud de la Vendée et qui ne soupçonnent pas que la ville recèle autant d'intérêt, à l'image de ce cloître qui relie la cathédrale à l'évêché. Et il va demander, c'est assez surprenant parce que des cloîtres en pleine ville, on n'a pas forcément énormément. Et là, d'avoir cet espace qui est vraiment un espace public, on peut venir avec son bouquin, etc. C'est quand même très agréable. Une guide conférencière, elle amène des éléments d'histoire, de compréhension, donc on ne va plus regarder pareil. Direction maintenant le quartier du Bourgneuf pour ce groupe qui rassemble des hébergeurs touristiques. C'est toujours intéressant, on apprend plein de choses et puis on peut faire la publicité derrière. C'est notre rôle d'hébergeur. Alors les hébergeurs, ce sont les ambassadeurs de l'Office de tourisme et les ambassadeurs du tourisme. Donc on a, nous, tout intérêt à nous appuyer sur eux. Ils sont demandeurs, on est demandeurs. Donc c'est vrai que les inviter régulièrement quand on a des nouvelles prestations ou rencontrer des nouveaux sites, c'est vraiment eux qui rencontrent les touristes et qui peuvent en parler directement. Donc c'est vraiment les ambassadeurs du territoire. La visite se poursuit au Jardin du Maine, le poumon vert de Luçon, cité parmi les plus beaux jardins de France. C'est magique et il y a toute une partie qui n'a pas changé, que moi j'ai connue il y a presque 70 ans, donc qui n'a pas changé, c'est extraordinaire. Ce qui est extraordinaire aussi, c'est cet ancien château d'eau de style art décoratif. L'édifice, construit en 1912, est classé monument historique. Et c'est un des premiers bâtiments qu'on connaisse qui soit construit en béton armé. Luçon, les incontournables, une visite de la ville ouverte également à tous les vendredis à partir du 5 juillet et jusqu'au 13 septembre prochain. 160 élèves de CM2 de la commune d'Esnay se sont vus remettre une médaille pour célébrer leur passeport du civisme. Une belle récompense après leurs différentes activités menées durant l'ensemble de l'année. Un passeport dont il permet de récompenser d'actions menées sur le territoire local. Ils ont été accompagnés pendant un an par des ambassadeurs du civisme. J'ai fait le 11 novembre la cérémonie. J'ai fait les gestes qui sauvent, secourisme. J'ai fait Esnet, j'ai ramassé des déchets dans la ville, des cigarettes, des bouteilles de verre et voilà. C'est intéressant parce qu'on fait des choses avec notre école mais aussi en dehors, donc ça nous apprend à être un peu organisé, on va dire. À l'occasion de la journée mondiale du don du sang, la ville des Herbiers a accueilli une collecte. Près de 200 donneurs étaient présents et le personnel médical ainsi que les bénévoles de l'établissement français du sang ont été aux petits soins pour les recevoir. Pour rappel, vous pouvez donner votre sang toute l'année lors des collectes organisées par l'EFS ou bien à la maison du don installée à La Roche-sur-Yon. C'est la fin donc de cette édition de cet hebdo. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité dans la matinale à partir de lundi matin, présenté par François Pérez. Très bon week-end à vous.